Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous pour cette keynote qui va durer 75 minutes. On va effectivement échanger avec des professionnels autour de cette table. Et puis à la fin de la keynote, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Alors je me présente, je suis Olivier Clément. J'ai la chance d'être à la fois modérateur et puis aussi de donner ma vision en tant que client, parce que je suis DSI, DSI Manager de transition. Le sujet aujourd'hui, en fait, c'est l'intelligence artificielle transforme la cybersécurité en profondeur. Elle permet d'accélérer à la fois la détection des menaces, d'automatiser la remédiation et d'améliorer la posture de sécurité des organisations. Mais cette avancée s'accompagne d'un nouveau défi qui est sécuriser l'IA elle-même. Cette keynote va explorer différents sujets, c'est-à-dire comment l'IA renforce la cybersécurité grâce à l'analyse prédictive, la détection comportementale et la réponse automatisée. Un autre sujet, les risques liés à l'IA. Attaques adversariales, les vols de modèles et manipulation des données. Et le troisième point, les bonnes pratiques pour protéger vos systèmes d'IA et garantir la confiance numérique. Autour de cette table, j'ai plusieurs personnes qui vont se présenter. Carole. Oui, bonjour, Carole Sénéchal. Je travaille chez Microsoft et je suis responsable de la stratégie au niveau monde pour toutes les PME, justement, pour la cybersécurité. Voilà, je suis ravie de faire partie de cette table ronde aujourd'hui. Bonjour à tous, Charles Dady, je suis CTO d'une start-up dans le domaine de l'IA qui s'appelle Nexa Forward. On déploie des plateformes d'IA horizontales au niveau de grandes entreprises et également de PME ETI. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Virginie Amar, je suis Chief Security Advisor chez Microsoft et j'accompagne les grandes entreprises françaises et du public secteur également. Peut-être un petit mot sur le rôle du Chief Security Advisor chez Microsoft. En fait, chez Microsoft, il y a une nouvelle organisation qui a vu le jour depuis à peu près 2 ans et qui regroupe des anciens CISO, donc anciens RSSI, qui ont été recrutés chez les clients de Microsoft et qui sont là pour porter la voix des clients, pour apporter une perspective cliente à l'organisation chez Microsoft. Donc, en fait, moi, je résume mon rôle comme un petit peu le rôle d'avocat du client cybersécurité côté Microsoft. Bonjour, ça fonctionne. Je suis Tiffany Boyer, ça fait à peu près 15 ans que je gravite au sein de l'écosystème des Managed Service Providers. Et aujourd'hui, je travaille chez Arrow, qui est donc un indirect provider. Et notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos partenaires autour de l'adoption des solutions hardware, des softwares. Bonjour à tous. Donc pour ma part, Chloé Viltier, je travaille dans le conseil en cybersécurité et en confiance numérique. Une vingtaine d'années d'expérience dans la tech, une dizaine dans la cyber. Et pour le coup, moi j'ai une posture plutôt agnostique de la solution. Et je vais plutôt essayer de vous apporter une vision un peu plus globale sur les enjeux et notamment les dimensions de gouvernance autour de l'IA de confiance. Très bien, merci. Écoutez, moi j'ai une question pour Carole. Pourquoi les PME sont aujourd'hui les plus exposées aux cyberattaques? Alors déjà, il faut être conscient que nous vivons la plus grande transformation du monde de la cybersécurité de ces 20 dernières années. Les attaques sont plus nombreuses, elles sont plus sophistiquées, elles sont plus automatisées. Et la question n'est plus si une entreprise va être attaquée, mais plus quand elle va être attaquée. Et en plus de ça, on voit autour de ça pas mal de personnes qui utilisent la tech à des fins malveillantes. Donc, il faut absolument changer notre façon de gérer la cybersécurité et de l'appréhender et mieux comprendre ce monde pour pouvoir naviguer.
Pour vous donner un ordre d'idée, et là c'est des données qui viennent de Gartner, le marché de la cybersécurité, ça représente à peu près 106 milliards de dollars au niveau mondial. C'est un business qui est en croissance de 12%. Sur le marché américain, donc ce qu'on appelle Canada, US et Amérique latine, ça représente à peu près 45% du marché. L'Europe, c'est 25% du marché. L'Asie, 22%. Et la France représente 1% de ce marché-là. Donc c'est à peu près 1 milliard de dollars. Et je ne parle que du software. D'accord ? Donc si on rajoute à ça tous les managed services, les services managés, qui peuvent se greffer autour de ce software, c'est un marché qui est colossal, évidemment, qu'on n'arrive même pas à chiffrer, hein, les organismes. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est un marché qui croît de 59%, donc qui est très dynamique, et donc qui se développe de manière exponentielle. Alors la vitesse, l'ampleur, comme je disais, la sophistication des attaques ne fait qu'augmenter. On voit maintenant que après un simple phishing ou un hameçonnage, c'est de parler en français, eh bien, il faut maintenant 72 heures pour un cyberattaquant pour accéder à des données critiques de l'entreprise. On a vu également qu'on est passé en un an de 4000 attaques par seconde au mot de passe à 7000 attaques par seconde au mot de passe, ceci en un an. Et en termes de groupes de cyberattaquants dangereux, pour vous donner un ordre d'idée, chez Microsoft, nous suivons 1500 groupes de cyberattaquants dangereux. Ce chiffre a été multiplié par 5 depuis 2023. Donc, les PME vont payer le prix fort de tout ce contexte en fait, macroéconomique. Et on se rend compte que chez les PME, on voit une augmentation du ransomware de plus de 300%. Alors évidemment, tout le ransomware n'aboutit pas, on a fait des gros progrès, mais néanmoins, ça a augmenté de 300%. On a une PME sur 4 qui a été attaquée en 2025 en France, donc c'est quand même important. Et puis, on a 70% maintenant des chefs d'entreprise, d'après les analyses également, qui considèrent le sujet cybersécurité comme étant un sujet de comité de direction et plus un sujet IT. Donc, c'est vraiment un sujet COMEX ou comité de direction. Important aussi, excusez-moi pour l'écho, parce que c'est pas, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais important aussi de comprendre que 14% seulement des entreprises, des PME, sont préparées à une cyberattaque, toujours d'après les études de Gartner, et que malheureusement, ces entreprises, 50% d'entre elles n'ont pas de service IT ou un référent cybersécurité. Donc il y a 5 raisons pour lesquelles elles sont le plus souvent attaquées. Premièrement, elles ont un budget et des ressources limitées. Donc évidemment, comme je le disais, voilà, ça permet d'être des cibles beaucoup plus fragiles. Deuxièmement, elles sont souvent le point d'entrée pour attaquer des grands groupes. Et là, on parle de chaîne de valeur. Toutes ces PME sont souvent le client ou le fournisseur d'une grande entreprise. Et d'ailleurs, la réglementation NIS 2 met bien l'emphase sur la sécurisation de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un point important également. Le manque de sensibilisation également et de formation dans l'entreprise, donc très important d'investir sur la formation. Je vous rappelle qu'il y a 80% des attaques dans les PME qui sont liées à la négligence d'un salarié, qui n'a pas fait exprès d'ailleurs de cliquer sur le mauvais lien ou d'accéder à une application frauduleuse, mais qui n'est tout simplement pas formé. Ensuite, les mesures de sécurité sont insuffisantes. On voit aussi pas mal de PME qui du coup pensent que avoir un pare-feu ou juste un système d'authentification, ça suffit et pensent qu'ils sont protégés. On voit bien qu'avec la digitalisation du monde et l'émergence de l'IA, les surfaces d'attaque sont bien plus importantes et qu'il ne suffit pas juste d'avoir un pare-feu pour être protégé, évidemment. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est probablement l'amplification du télétravail. Depuis l'épisode Covid, évidemment, il y a beaucoup plus de télétravail et probablement ces entreprises n'ont pas su aussi bien gérer la multiplicité des devices, donc des PC, des tablettes et des téléphones, etc., les accès à distance au réseau, etc. Donc c'est aussi une problématique, le télétravail, qu'il faut prendre en considération au sein des entreprises. Merci Carole. Juste un petit point là justement, donc,
D'après toi, concrètement, comment l'IA peut-elle aider en fait, une PME à mieux se protéger? Donc, est-ce que tu peux nous apporter un point sur cette question? Oui, alors d'un point de vue stratégique. Plus haut. Ah, d'accord, comme ça? Très bien, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on est rentré dans l'ère de l'IA et l'ignorer serait complètement stupide. La préoccupation aujourd'hui numéro 1 des CEO d'entreprise, les patrons d'entreprise, c'est de ne pas louper le virage de l'IA. Tous les patrons d'entreprise sont conscients de ça et ils veulent intégrer l'IA dans leur processus métier pour être beaucoup plus efficaces et pour pouvoir être plus compétitifs. D'après les chiffres de McKinsey cette fois-ci, 90% des entreprises, des PME, utilisent déjà l'IA. Alors l'IA, c'est un vaste mot, mais au moins un chat au sein de l'entreprise. 78% d'entre eux ont déjà mis un processus agent IA sur au moins un métier au sein de leur entreprise. C'est pas mal, 78%. Hein. On n'est pas au début de l'IA, on commence déjà à être bien dans un processus avancé. 92% des patrons prévoient investir dans l'IA dans les 12 prochains mois. Et plus de 80% d'entre eux avouent que l'IA leur fait gagner à peu près 6 heures par semaine en termes de productivité et d'efficacité. Et là, on parle très souvent de gens qui utilisent juste des chats. Ils n'ont même pas encore intégré les agents IA au sein de leur processus métier. Et enfin, dans la stratégie, il y a à peu près plus de 70% des patrons qui sont en train d'investir sur des agents IA pour améliorer leur processus métier. Donc, la révolution est en marche, nous sommes dedans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA va changer les surfaces d'attaque. Donc, aux surfaces d'attaque traditionnelles que vous connaissez tous, qui étaient donc l'identité, les endpoints, les applications, les réseaux, viennent s'ajouter de nouvelles surfaces d'attaque qui vont être les modèles d'IA proprement dit, mais aussi tout ce qui est prompt, évidemment, tout ce qui est plugin, tout ce qui est extension et la cohabitation de tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La moindre faille, finalement, elle va pouvoir démultiplier les chemins d'accès, et ceci de manière simultanée. Le risque, il ne va plus être local. C'est pas plus un risque qui est lié au endpoint, comme on dit, au device. Le risque, il va être systémique, et tout va pouvoir se propager de manière latérale au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça va occasionner? Il va falloir que nos équipes soient beaucoup plus formées et qu'elles aient une approche beaucoup plus globale, contextuelle et agile pour pouvoir gérer la cybersécurité. Et le dernier point, je dirais, ça va aussi du coup modifier nos SOC. Donc les SOC humains ne vont plus pouvoir suivre. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus rapide, donc il va falloir qu'on ait des SOC augmentés par l'IA pour pouvoir répondre à cette révolution en marche. Merci Carole. Je me tourne justement vers notre... Juste, oui. Excuse-moi Olivier. Oui, je t'en prie. Donc concrètement l'IA, elle va quand même aider à être beaucoup plus efficace en termes d'efficacité d'IA de mise en place pour 5 raisons. Déjà l'automatisation. Donc elle va vous permettre de pouvoir automatiser les détections et les réponses et d'être beaucoup plus efficace en analysant les signaux. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Microsoft, on analyse 900 millions de signaux par seconde liés à l'IA. Voilà. Deuxièmement, elle va nous aider au niveau de la protection et de la conformité. Donc là, je parle de RGPD, de NIS2, de DORA. Pourquoi? Parce qu'elle va analyser les données sensibles et puis elle va surveiller beaucoup plus automatiquement en fait l'accès à ces données sensibles. Et elle va mettre en place automatiquement les bonnes pratiques, les bonnes politiques dans l'entreprise. Troisième raison, les plateformes intégrées. Ça, c'est très important. Plateformes intégrées, moins d'outils donnent plus d'efficacité. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 50 à 80 outils de cybersécurité qui cohabitent souvent au sein des entreprises. Donc l'idée, là, c'est que l'IA, elle va permettre au sein des plateformes intégrées de connecter les signaux, d'être beaucoup plus rapide et du coup de donner une vue simplifiée aux équipes pour gérer ces signaux. Et puis, elle va aussi permettre une consolidation. Hein. Donc, elle va vous permettre de faire des économies et d'être aussi beaucoup plus rentable. Finalement, la gestion des identités, c'est un point important aussi, puisque l'IA va aider
c'est le Zero Trust, le cœur du Zero Trust en cybersécurité. Et elle va aussi aider au niveau des agents IA. C'est-à-dire qu'en fait, elle va permettre une authentification beaucoup plus rapide grâce à l'implémentation de l'IA, mais pas qu'au niveau humain, aussi au niveau des agents IA. Et c'est là où c'est la nouveauté. Et finalement, ROI et simplicité, je dirais, parce que l'IA réduit les signaux, donc il va y avoir moins de signaux et de volume d'alerte, on va dire. Elle va automatiser évidemment les tâches répétitives, elle va fournir une recommandation aux équipes qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, beaucoup plus exploitable pour les patrons d'entreprise. Donc elle va diminuer la charge opérationnelle et elle va créer une efficacité plus importante et un ROI pour vous qui va être beaucoup plus aligné à vos objectifs business. Merci beaucoup, Carole. Donc là, je me tourne vers notre spécialiste, donc Virginie. Donc, écoute, Virginie, moi, j'ai des questions pour toi, justement. Donc, peux-tu nous dire un peu plus, effectivement, la position de l'IA sur les attaques? Oui, alors, je vais complémenter ce qu'a dit Carole. Donc, et vous donner les tendances d'évolution observées sur l'année passée. Et ça tombe bien, on est en début d'année, donc tous les rapports sont disponibles, que ce soit le rapport de défense de Microsoft ou d'autres rapports d'éditeurs. Vous avez aussi le baromètre du Césin ou le Panocrime du Clusif. Donc, beaucoup d'informations. Et lorsque vous regardez l'ensemble de ces rapports, ils sont tous unanimes. On est sur un point de bascule où l'IA transforme les attaques. Et on est vraiment au début de ce changement majeur. Donc, si on regarde un petit peu les observations de l'année passée, ce qu'on remarque, donc tu l'as dit Carole, je complémente, on remarque que l'IA amplifie les attaques traditionnelles. Donc, on parle d'attaques plus rapides, plus efficaces, plus impactantes. Quand on parle d'attaques plus rapides, on avait l'habitude de parler d'attaques qui prenaient des fois des mois ou quelques jours. On est arrivé à des attaques qui peuvent se passer en quelques heures. Et si vous regardez certains rapports d'autres éditeurs, on parle d'attaques qui arrivent en quelques minutes. Donc, en face de ce type d'attaque, il est clair qu'on ne peut plus mettre que des réponses avec des humains. Mais il va falloir répondre à la vitesse de la machine. Donc, ça, c'est un premier point sur les attaques rapides. En termes d'attaques plus efficaces, là aussi, tu l'as mentionné, Carole. Donc, c'est clair, je veux dire, c'est pas une surprise. L'IA rend les attaques plus efficaces. Donc, en termes de phishing, on est capable de le quantifier. Une attaque par phishing avec l'IA est 4,5 fois plus efficace que sans IA. Ça, on arrive à le quantifier maintenant. Et on est vraiment qu'au début de l'utilisation de l'IA sur les attaques. Sur la partie impactante, ce qu'on a constaté, une industrialisation de la cybercriminalité. Donc, on a vu ce qu'on appelle une explosion des infostealers pour le vol d'identité, des access brokers, 50% d'augmentation des access brokers qui vendent les accès. Donc, une forte évolution en termes de cybercriminalité. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez combien gagne un cyberchercheur lorsqu'il découvre une vulnérabilité dans un programme type Bug Bounty, par exemple? Il va gagner 10 000 $. Lorsqu'il vend sa découverte à un cybermercenaire, combien il va gagner? Une idée? 100 000 $ fois 10. Ce qui illustre quand même l'aspect lucratif de la cybercriminalité. Donc on est en train de faire face à une forte évolution de cette cybercriminalité. Sur l'évolution des attaques, ce qu'on voit également, on a parlé des ransomware, mais en fait on a des attaquants qui ne cherchent plus forcément des vulnérabilités. En fait, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils achètent des accès. Donc ça, c'est aussi une constatation sur l'évolution des attaques. Alors, on a parlé de l'amplification des attaques traditionnelles. Bon, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Deuxième tendance, c'est effectivement, tu l'as aussi mentionné, Carole, qui est l'ajout de nouveaux vecteurs d'attaque. Alors, si vous regardez dans le rapport de défense de Microsoft, qui a été publié, donc on essaye de classifier ces attaques. On les classifie sur 3 niveaux. Donc, le premier niveau qui est l'usage, qui est la fuite de données.
Bien sûr, lorsque vous utilisez des agents, si vous avez des données confidentielles, si elles ne sont pas classées, si elles ne sont pas labellisées, vous prenez des risques que l'utilisation d'agents puisse favoriser la fuite de ces données. Lorsque vous êtes en entreprise, que vous cherchez une information, si vos données ne sont pas classées, si elles ne sont pas confidentielles, vous allez les trouver ultra rapidement. Et les attaquants, c'est pareil. Donc on a le premier niveau usage, on a le deuxième niveau application, où là on a toutes les attaques type prompt injection, qui consiste effectivement à envoyer un prompt sur un agent pour le détourner de son comportement. Donc là, on voit pas mal aussi de vulnérabilités. Il y a quand même un point essentiel à rappeler, c'est qu'on est sur de nouvelles technologies. Donc lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on découvre des vulnérabilités, et chez Microsoft aussi. Donc ce qu'il faut, c'est de la réactivité, c'est-à-dire pouvoir, en cas de vulnérabilité, pouvoir fixer. Donc vous allez trouver effectivement dans la presse des vulnérabilités. Alors ça peut être côté Microsoft, mais ça peut être aussi côté de nos compétiteurs. Et ce qu'il faut, c'est de la réactivité pour fixer. Donc surtout l'utilisation des agents de l'IA, je dirais vigilance, mais aussi le fait d'accepter d'avoir des vulnérabilités et de devoir fixer. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, mais à un moment donné, on a parlé de la vulnérabilité zéro clic, qui consiste à dire, typiquement, voilà, j'arrive un matin, je suis un employé, je veux résumer mes emails, mais dans mes emails, j'ai reçu un email malveillant qui a chargé un prompt malveillant. Et lorsque je demande à mon agent de me résumer les emails, il va tomber sur cet email et il va charger ce prompt malveillant qui peut faire exfiltrer des données auxquelles vous avez accès. Parce que si elles sont effectivement classées confidentielles, elles ne pourront pas être exfiltrées. Donc tout ça pour vous donner des exemples. On est effectivement à un changement majeur, mais voilà, on est au début de ce changement majeur, donc il y a des vulnérabilités et il faut pouvoir fixer. Donc, je reviens sur ma classification sur 3 niveaux, le niveau usage, le niveau application avec l'injection de prompt, avec des nouvelles solutions qui arrivent. Donc, côté Microsoft, on a du prompt shield. Et au niveau plateforme, donc ça, c'est le 3e niveau où on a tout ce qui est empoisonnement de modèles, principalement, on va dire. Donc, voilà cette classification et vous allez pouvoir la retrouver effectivement dans le rapport. Je voudrais mentionner un dernier point et je terminerai là-dessus. On parle de sophistication d'attaque. Super, ok. Par contre, quel est le vecteur d'attaque principal? Il reste, c'est l'identité. C'est l'identité, c'est l'utilisation des passwords. Donc on est encore ici, on est encore sur ce stade-là. Et donc la recommandation principale, même si effectivement on parle de sophistication d'attaque, etc., c'est protéger les fondamentaux. Ça reste effectivement la recommandation de base et je reviendrai après sur les recommandations. Merci Virginie donc, pour justement ton expertise. Donc, je me tourne vers Charles. Donc, Charles, j'ai une question effectivement pour toi donc, en tant que CTO d'une startup donc, IA. Qu'est-ce qui a le plus changé donc, ces 24 derniers mois dans la réalité des attaques pour une PME? Et pourquoi, une double question, et pourquoi elles sont devenues rentables à cibler, autant pour moi? Effectivement. Merci pour la question. Plusieurs éléments de réponse. Beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Pourquoi ça a été rentable? Je commencerai peut-être par cette partie. Aujourd'hui, comme l'a dit parfaitement Virginie, pour un cyberattaquant, c'est devenu un business model. La PME est devenue un business model, puisqu'il y a une asymétrie entre la vitesse à laquelle on va pouvoir mener une attaque et la vitesse à laquelle le RSSI ou le DSI de la PME ou de l'ETI va pouvoir y répondre. De ce point de vue-là, aujourd'hui, un cyberattaquant, comme ça a été dit, va pouvoir acheter un kit prêt à l'emploi pour pouvoir faire du phishing, pour pouvoir construire des bots qui vont aller identifier les passwords. Je donnerai un exemple. Combien aujourd'hui de vos salariés ont un password qui commence par la première lettre du prénom, de leur nom, ou du nom de leur enfant, ou de leur animal de compagnie? Certainement une majorité. Aujourd'hui, n'importe quel bot d'IA, et on devrait parler d'IA générative pour recentrer ce que véritablement dans les derniers mois, c'est vraiment l'IA générative qui a apporté ces changements radicaux, permettent aujourd'hui d'aller scraper, comme on dit, aspirer les comptes des réseaux sociaux de vos collaborateurs. Et en quelques instants, vont être capables d'identifier le nom, le prénom de l'animal de compagnie, la date de naissance, parce que finalement, il n'y a pas de barrière fixe entre le monde professionnel et le monde personnel.
un compte d'entreprise, évidemment, c'est connecté à la même personne qui a un compte elle-même de réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook. Et donc, finalement, ces bots, eux, ne marquent pas la frontière et vont être capables de reconstruire. Alors, vous me direz, ça ne marchera pas à 100%, mais il suffit de 1%, il suffit de 2% de passwords identifiés pour pouvoir rentrer. Et effectivement, comme le disait parfaitement Virginie, le problème principal, ça reste l'accès. Ce n'est pas aujourd'hui, les attaques ne sont pas sophistiquées, ça reste des problèmes d'accès, que ce soit en identifiant des passwords, que ce soit, comme je le disais, finalement en montant en quelques minutes des réplicas de pages d'authentification à des logiciels d'entreprise, à des GED, à des gestions documentaires ou je ne sais quoi, qui vont évidemment, si formation n'est pas suffisante, vont faire que la plupart des salariés vont tomber dans le panneau et vont cliquer et donner leur accès. Donc c'est véritablement en ce sens-là qu'aujourd'hui, les attaques sont beaucoup plus rentables puisqu'elles sont extrêmement rapides. Comme le disait parfaitement Carole, c'est pas de savoir si l'attaque va venir, mais c'est quand est-ce qu'elle va venir. Et je pourrais même rajouter combien de fois dans l'année une PME va être attaquée. Aujourd'hui, c'est le coût marginal de mener une nouvelle attaque est quasiment nul. Pour répondre sur la première partie peut-être de la question, effectivement, en quoi aujourd'hui ça se distingue, on a évoqué à l'instant cette asymétrie en termes de vitesse. On a également, Carole l'évoquait, en termes de surface d'attaque. Pour aller un peu plus loin d'un point de vue technique, aujourd'hui, effectivement, ces surfaces d'attaque sont radicalement différents. Et comme l'a parfaitement dit Virginie, même les experts les plus techniques ne sont pas aujourd'hui, ne savent pas l'ensemble aujourd'hui des capacités offertes par ces IA génératives, et on découvre tous les jours de nouvelles failles. Contrairement à il y a quelques années où on parlait d'IA, on va dire plus généraliste, qui faisait des prévisions, qui donnait des recommandations. Aujourd'hui, les IA génératives font des actions, prennent des actions. On parle véritablement d'agentique. Donc ces IA génératives ne vont pas simplement aller, on va dire, régénérer des rapports, mais elles vont elles-mêmes générer des chaînes d'actions. Elles vont être connectées à des bases de données, elles vont être connectées à des SaaS, elles vont être connectées également à des systèmes d'authentification. Elles vont générer des systèmes qu'on appelle des chaînes qui vont non plus être linéaires où il y a un humain, une action, mais ça va être des agents connectés à d'autres agents qui eux-mêmes auront la capacité de créer des agents. Et ça change radicalement la manière de voir les choses. En face, on parle de TI aujourd'hui, de PME, on a des humains, généralement qui ont deux casquettes, DSI, RSSI, et de l'autre côté, on a des agents qui vont s'auto-créer avec finalement une profondeur en termes de capacité à générer des prompts, à aller écouter l'ensemble des données, avec ces enjeux d'injection de prompts, donc c'est-à-dire par exemple de pouvoir concrètement lire vos emails, lire les emails de l'entreprise, parcourir les liens qu'il y a dans les emails, et donc il suffit qu'il y ait un email malveillant avec un lien, on va dire impropre, pour que ces agents, précisément, vont écouter, rentrer dans ces liens et mener des actions, donc livrer vos données, etc. Donc c'est vraiment cette dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre la profondeur que vont pouvoir générer ces agents en termes de surface d'attaque, également en termes d'infrastructure. Il faut bien comprendre qu'on a parlé effectivement, et je souligne l'enjeu premier des accès, mais il y a aussi un enjeu aujourd'hui pour des DSI, des RSSI, de pouvoir contrôler l'impact des IA génératives d'un point de vue infrastructure. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément sur des attaques de type DOS assez simples comme on pouvait connaître il y a quelques années, mais on va être avec ces sujets d'agents sur une démultiplication du volume de requêtes d'API qui vont être générées entre agents qu'aujourd'hui aucun RSSI ou DSI n'a la capacité de contrôler. Donc il va y avoir finalement une quantité de volume d'échanges, puisque ces IA vont avoir des logiques de donneurs d'ordre et d'exécutants, où un agent va pouvoir exécuter une tâche, être jugé par une autre IA et avoir une boucle de rétroaction tant que le résultat n'est pas satisfaisant, ce qui va démultiplier finalement le volume réseau, le volume de données qui va transiter dans les tuyaux et qui peut effectivement mettre à mal aujourd'hui l'infrastructure. Voilà quelques exemples pour répondre à la question. Merci Charles. Alors, on a la chance d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui, qui a, comme il le disait en introduction, une double casquette. C'est qu'il a le plaisir on a le plaisir de l'avoir en tant que modérateur pour animer cette session, mais également c'est un client. Et c'est un client et aussi quelqu'un qui est dans le conseil et qui rencontre beaucoup de clients. Donc, Olivier, tu pourrais nous donner ta vision de comment aujourd'hui un client fait face à toutes ces menaces et comment aujourd'hui, éventuellement, vous intégrez l'IA au sein de vos entreprises? Alors, merci Carole pour cette question. Alors effectivement, déjà le point important effectivement en termes de risque cyber. Donc
En fait, pour moi, le risque cyber, c'est déjà un risque business avant tout. Donc ça, c'est un point important. C'est un discours que je porte donc, lorsque j'interviens donc, dans une entreprise, alors soit sur du conseil ou sur l'accompagnement sur du plus long terme en tant que manager de transition. C'est un sujet que je mène auprès donc, des dirigeants. Parce que justement, si ce point-là n'est pas abordé donc, dès le départ et ne fait pas partie de la feuille de route, je pense qu'il y a des risques pour l'entreprise. Alors après, donc, bien sûr, il y a d'une manière globale, hein, en fait, je pars toujours donc, des fondamentaux donc, qui doivent être sécurisés. Donc on parlait à la fois donc, des sauvegardes qui doivent être bien sûr testées, donc avec toute une politique de sauvegarde. Aussi la gestion des accès aussi, donc ça c'est un sujet important, hein, comme l'a évoqué aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc et puis aussi la sensibilisation. Donc la point des sensibilisations des équipes, donc cette fois donc des équipes métiers, la direction avant tout, parce que la direction doit être sponsor justement de cette sensibilisation. Et puis aussi, j'ai la chance d'avoir donc une équipe au niveau de la DSI, c'est aussi de les sensibiliser. Ça, c'est un point très important. Et puis, d'une manière aussi, la cybersécurité, c'est un sujet aussi comme je l'ai évoqué au départ, c'est que je le porte au niveau du COMEX et du CODIR. Ça fait partie effectivement donc, des points avec des KPI qui sont évoqués donc, tous les mois donc, avec la direction. Au-delà de ça, donc, je parlais, cet aspect effectivement, c'est la gouvernance. Hein, donc, la gouvernance, une vraie gouvernance, justement, transforme la cybersécurité justement dans une vraie capacité de résilience. Merci Carole. Je reprends donc ma casquette donc, de modérateur. Donc, et là, je vais me tourner donc, une fois de plus donc, vers Virginie. Donc Virginie, j'ai une petite question. Donc, quelle est la position de l'IA sur la défense? Et elle est complémentée, bien sûr, donc, et les innovations majeures. D'accord. Alors, je suis contente de parler de défense. Parce qu'effectivement, on a parlé des attaques, mais donc avec des cybercriminels qui sont de plus en plus organisés. On n'a pas parlé des acteurs étatiques, mais ils sont aussi présents. Ils sont très ingénieux, mais nous le sommes aussi sur la défense. Et donc, je citerai 3 axes majeurs sur la défense en termes d'innovation. Donc la première, c'est, et celle-là ne vous aura pas échappé, et c'est déjà ce qu'on a fait sur les années précédentes, c'est fournir des agents IA qui sont spécialisés et qui vont rendre qui vont faciliter le travail des équipes de sécurité. Et quand je parle des équipes de sécurité, c'est les équipes de sécurité au sens large, ce n'est pas que les analystes SOC. Donc là, vous allez voir apparaître sur la plupart des éditeurs des agents qui vont renforcer l'efficacité des équipes de sécurité. Donc un point important, on voit effectivement dans les entreprises des équipes hybrides, donc des humains avec des agents, et qui vont renforcer l'efficacité dans ces équipes. Donc on parle d'efficacité sur le triage des alertes. On passe de 30 minutes à quelques secondes grâce à ces agents. Sur la partie génération de rapports d'investigation aussi, on peut générer des rapports beaucoup plus rapidement. Sur la partie traitement des alertes, donc là également, vous allez pouvoir traiter des alertes de manière plus exhaustive. Quand avant, vous avez des employés qui se concentraient sur, on va dire, maximum 60% des alertes, là, vous allez pouvoir être plus exhaustif. Donc là, l'IA a vraiment un apport fondamental qui va permettre aux équipes de sécurité d'être plus confortables et de se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier point. Premier changement sont ces agents spécialisés. Deuxième évolution importante et qui est pour moi, on est vraiment au début, c'est les agents qui vont protéger les agents. Donc on parle d'agents gardiens, donc c'est des agents qui vont contrôler les agents. Donc c'est des agents qui sont sur plusieurs couches. Donc on a la première couche basée sur du SLM, qui sont capables de faire du filtrage rapide.
pour évacuer donc typiquement les injections d'eau prompte malveillantes. Et on a un deuxième filtrage plus en profondeur avec du contexte basé sur du LLM. Donc là, on voit apparaître ce type d'agent qui va permettre de contrôler, qui va permettre de bloquer les accès sur ces traitements. Troisième évolution, on parle de shift de paradigme, et ça, je pense que c'est très important. Et moi, ça me tient à cœur. Donc jusque-là, on était sur un mode plus réactif, c'est-à-dire quand on avait des attaques, eh ben, notre objectif était de contenir l'attaque ou de bloquer l'attaque. Là, maintenant, les conseils qu'on donne à l'ensemble des entreprises, c'est passer sur un mode plus proactif, c'est-à-dire réduire la surface d'attaque. C'est fondamental de réduire la surface d'attaque pour éviter que l'attaque n'arrive. Et donc, pour cela, il y a toute une série de solutions qui sont sur le marché. Donc, tu as mentionné l'aspect plateforme. Donc, le but ici, c'est de corréler les signaux, d'utiliser l'ensemble de la télémétrie et de pouvoir identifier les failles, de pouvoir identifier ce qu'on appelle les chemins d'attaque et aussi les points de concentration qui sont l'intersection en fait de ces chemins d'attaque. Donc le but, c'est de dire, OK, ce qu'il faut qu'on identifie dans les entreprises, c'est ces points critiques. Et si on doit fixer ces points, c'est vraiment là-dessus qu'il faut porter l'attention. Je pense que dans une organisation, on pourrait mettre tous les employés à faire des fixes de sécurité. Ce qui est important, c'est de trouver là où ça fait mal. Et l'ensemble des outils, l'ensemble des signaux, lorsqu'ils sont corrélés, nous permettent d'identifier vraiment là où c'est important d'intervenir. Vous allez voir aussi parler de ce qu'on appelle le passage au prédictif. Donc j'ai mentionné le réactif, le proactif, et le dernier changement, c'est le prédictif, qui consiste à avoir un coup d'avance par rapport aux attaques. Grâce à ces chemins d'attaque, de pouvoir anticiper le passage de l'attaquant si effectivement il fait une translation sur le réseau, et d'avoir un coup d'avance et de le bloquer avant qu'il n'évolue dans le système. Donc voilà les paradigmes qui sont en train d'être discutés. Le prérequis de tout ça, c'est ce qu'on mentionne, le Security Data Lake. Donc je l'ai mentionné, la télémétrie unifiée, pour pouvoir identifier ces chemins d'attaque et pour pouvoir concentrer les équipes sur les fixes qui ont vraiment une forte valeur ajoutée. Voilà en quelques mots les tendances majeures sur la défense. Merci Virginie. Donc, là, je vais parler effectivement d'un sujet important aussi, parce qu'on parle d'IA, et on va parler donc d'IA de confiance. Donc je me tourne justement vers Chloé. Et Chloé, donc justement, j'ai une question pour toi. Donc, concrètement, en fait, sur le terrain, quand tu échanges donc, avec des dirigeants d'entreprise, qu'est-ce qui te frappe le plus dans leur rapport à l'IA aujourd'hui ? Oui, merci pour cette question et merci de me laisser la parole. Comme l'a dit Carole tout à l'heure, il est évident que l'IA représente la nouvelle grande transformation digitale pour les organisations. On a eu l'Internet, on a eu le cloud, maintenant on a l'IA. On parle de la révolution IA. Et ce dont je me rends compte, la première chose dont je me rends compte, c'est qu'évidemment, c'est pour tous les dirigeants une opportunité incroyable à saisir. On ne veut pas rater le train de la révolution IA. Mais dans les faits, quand on échange avec eux, alors je ne sais pas si on a des dirigeants d'entreprise parmi nous ou si vous êtes amenés à côtoyer vos dirigeants dans le cadre de vos fonctions, mais on se rend compte que parfois il y a déjà un problème de compréhension de ce que c'est que l'IA. On parle d'IA agentique, on parle d'IA générative, on parle d'IA prédictive, on parle d'IA autonome, et au final, parfois, on a un petit peu de mal à s'y retrouver, mais finalement, de quoi on parle ? Alors, je voulais juste peut-être ouvrir des portes ouvertes et refaire un petit peu d'histoire. Mais je voulais évidemment vous rappeler que l'IA prédictive, donc l'IA qui calcule et qui prédit, elle date déjà de plusieurs années. C'est pas ChatGPT en 2022 qui a découvert l'IA ou ils nous ont aidé peut-être, en tout cas, à la démocratiser. Mais en vrai, l'IA, ce qu'on appelait peut-être plus le machine learning dans les années 2010, existe déjà donc depuis longtemps. Ce qu'on a découvert avec ChatGPT, c'est l'IA générative. C'est l'IA qui crée. Ce dont on parle maintenant depuis quelques mois maintenant, depuis 2025, je dirais, c'est de l'IA agentique. Donc ce sont les agents IA, c'est l'IA qui agit.
Et là, on parle d'automatisation des process. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand je parlais d'IA générative, on parle des LLM, hein, donc les chats GPT, Gemini, ce que vous utilisez probablement au quotidien. Donc l'IA agentique, les agents, l'automatisation, et c'est évidemment vraiment avec l'aide de cette IA agentique que les cyberattaquants et les cyberdéfenseurs vont opérer. Et puis après, on parle de plus en plus maintenant d'IA autonome, et donc ce serait l'IA qui décide toute seule. Donc là, on n'y est pas encore, ce sera peut-être pour 2030, je ne sais pas. Et a fortiori, il y a un certain nombre de cadres réglementaires qui s'est mis en place pour essayer de contrôler un petit peu les risques et les déviances possibles de cette IA autonome. Bon, je voulais juste le rappeler au risque, encore une fois, d'ouvrir des portes ouvertes, mais force est de constater, quand on parle avec des dirigeants, voilà, ce qu'est l'IA en tant que telle peut rester quand même compliqué à appréhender et un petit peu une boîte noire. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est effectivement les constats sur les usages de l'IA en entreprise. Et je dirais qu'il y a j'ai fait, ou en tout cas, 5 grands constats. Le premier, c'est qu'il y a finalement assez peu de visibilité sur les usages de l'IA dans les organisations et a fortiori sur les outils qui sont utilisés. On parle beaucoup de shadow IA parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle à un dirigeant, il ne sait pas forcément qui utilise l'IA, avec quoi et dans quel contexte. Le deuxième constat, c'est que l'IA, souvent, donc, comme je le disais, elle est utilisée par opportunité. On ne veut pas rater le train de l'IA, mais finalement, elle n'est pas forcément utilisée avec énormément de stratégie. L'usage n'est pas forcément très réfléchi au départ. Les cas d'usage ne sont pas forcément définis. Le troisième constat, c'est que cette IA, quand elle est utilisée, et elle l'est, donc, je pense, dans 99,9% des cas, par les organisations, elle est non maîtrisée ou peu maîtrisée. Il y a finalement peu de règles qui vont venir entourer l'usage de l'IA dans les organisations. Le troisième constat. Le quatrième, qui va revenir à les points que nous avons abordés ensemble jusqu'à présent, c'est que l'IA, en général, elle est au départ de l'action peu ou pas sécurisée. On va tendance à appréhender la dimension de la sécurisation de l'IA a posteriori, dans un deuxième temps. Vous vous doutez bien que ce que je vais vous expliquer ensuite, c'est que tout ça ne sont pas forcément des bonnes pratiques. Et le dernier point que j'ai pu constater, c'est que souvent ces projets IA, donc on s'y lance comme ça sans énormément de stratégie, sans énormément de règles, et finalement il y a beaucoup de projets IA qui échouent ou qui n'arrivent pas à la hauteur des attentes de nos dirigeants parce que pour un sujet de gouvernance de la donnée, puisque finalement, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a un petit peu entendu parler, des fiches de paye de dirigeants qui leakaient dans les recherches des collaborateurs, mais parce que finalement cette donnée elle n'est pas suffisamment maîtrisée, gouvernée, et il y a un petit sujet de gestion des accès. Donc voilà, globalement ce que je constate, c'est que l'usage de l'IA dans les organisations aujourd'hui, dans certaines d'entre elles, et souvent effectivement dans les PME et les ETI, c'est donc une IA qui n'est, sur lesquelles on a peu de visibilité, c'est une IA qui n'est pas contrôlée, c'est une IA qui n'est pas maîtrisée, et c'est une IA qui n'est pas gouvernée, et a fortiori qui n'est pas souvent très sécurisée. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de choses à faire et beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place, et c'est là où rentre en jeu ce qu'on appelle l'IA de confiance, et donc comment on peut utiliser une IA avec plus de confiance, de façon plus sécurisée. Comme je disais tout à l'heure, l'IA peut être perçue comme une boîte noire, donc parfois on ne sait pas vraiment ce que c'est. A fortiori, on ne sait pas vraiment qui l'utilise, dans quel cas, et comment ça fonctionne. On ne sait pas toujours très bien s'en servir non plus, a priori, sur notamment l'usage des prompts. Je dirais que quand on a conscience de tout ça, c'est déjà pas si mal. Mais l'idée, c'est de réfléchir à comment l'usage de l'IA, comme je le disais à l'instant, peut être plus sécurisé et peut être adressé avec plus de confiance. Une fois qu'on s'est dit ça, on a envie de dire, mais finalement, qu'est-ce que l'IA de confiance ? C'est la question que tu allais me poser. C'était la question que justement j'allais te poser, mais c'est très bien de l'anticiper. Alors, du coup, je voulais peut-être revenir très rapidement sur cette notion de confiance, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand je pense à la confiance, j'ai l'impression que c'est un espèce de sentiment, c'est une émotion. Alors, soit j'ai confiance ou que j'ai pas confiance. Et finalement, en tout cas, dans la confiance telle que moi, je veux vous l'exprimer quand on parle d'IA et de technologie, la confiance est tout sauf irrationnelle. La confiance, c'est une décision rationnelle qui consiste à accepter une dépendance à un outil, avec un certain nombre de garanties,
qui sont objectivées, objectivables, et voire même parfois un petit peu de contrôle. C'est ça, la confiance. Une décision rationnelle qui nous amène à accepter une dépendance, donc l'usage d'un outil qui amène une certaine dépendance, mais en même temps, donc avec énormément d'incertitudes, parce que qui vraiment parmi nous sait vraiment comment fonctionne ChatGPT ou Gemini, avec un relatif niveau de confiance sur le mode de fonctionnement, avec des incertitudes et en même temps avec un certain nombre de garanties. Donc l'IA c'est pas une commodité en self-service. Et le risque principal que je vois, moi, dans les organisations, c'est finalement l'illusion de se dire qu'on peut s'en servir sans trop se poser de questions et que tout va bien se passer. L'idée, c'est de dire que non, évidemment, que ce n'est pas une commodité, c'est un outil stratégique, c'est un outil qui peut être très puissant, on l'a dit, avec toutes les opportunités que ça représente, mais c'est un outil qui doit être encadré et qui doit faire l'objet d'un petit peu de réflexion dans ses usages. Et donc une IA de confiance, au final, c'est une IA qui va être sécurisée, c'est une IA qui va être contrôlée, c'est une IA qui va être responsable par rapport aux valeurs, par rapport à la conformité réglementaire aussi, aux valeurs de l'organisation, et c'est une IA qui est explicable, c'est une IA qu'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir amener un certain nombre de rationnels. Et donc, c'est la raison pour laquelle on définit l'IA de confiance. Je finirai sur la définition telle que, en tout cas, moi, je l'aperçois. C'est donc une IA qui repose sur 4 grands piliers. La sécurité, la conformité, la gouvernance et la résilience. Sécurité, conformité, gouvernance, résilience, c'est les 4 grands piliers de l'IA de confiance. Et donc, qu'est-ce que je mets très rapidement dans la notion de sécurité? On en a déjà largement parlé, donc je vais l'évoquer très rapidement. C'est une IA sécurisée, c'est une IA dans le cadre de laquelle on maîtrise et on sécurise les données et les accès. On en a largement parlé. La notion de gouvernance, le deuxième pilier, c'est qui utilise la donnée, dans quel cadre et avec quel outil. Ça peut vous paraître une évidence, mais force est de constater que ça n'est pas toujours très très bien écrit, établi, organisé dans les entreprises. Quelles sont les données qui sont exploitées ? Quelles sont les données qui sont véritablement utilisées dans les usages IA de l'ensemble des collaborateurs des organisations? Troisième pilier, la conformité et l'éthique. Et là, évidemment, c'est ma non-casquette de juriste qui va s'adresser à vous, parce que quand on parle de données, on parle de RGPD. Quand on parle d'IA, on parle d'IA Act. Et je ferai une petite parenthèse là-dessus. Et surtout, on parle d'éthique par rapport justement aux digressions possibles de l'usage de l'IA. Et donc, un point très rapide, un petit focus sur l'IA Act, parce qu'on n'en a pas encore parlé. L'IA Act, c'est un petit peu à l'IA ce que le RGPD est à la donnée. L'IA Act a vocation justement à venir encadrer les usages, les bonnes pratiques de l'IA dans le respect d'un certain nombre de règles et d'éthique. Et donc, je vous invite évidemment à utiliser aussi cette réglementation comme un référentiel. J'ai déjà plus de voix, comme un référentiel pouvant vous aider justement à structurer un petit peu l'usage de l'IA dans vos organisations. Et enfin, la dimension de résilience, qui est éminemment importante en cybersécurité, vous le savez, c'est que finalement, qu'est-ce qui se passe quand l'IA que j'utilise, elle se trompe? Qu'est-ce qui se passe quand l'IA que j'utilise fait l'objet d'une fuite de données? Qu'est-ce qu'il y a si l'IA que j'utilise, elle est manipulée? Et là, forcément, ça fait appel aux grands piliers fondamentaux de la cybersécurité, qui sont l'intégrité, l'intégrité des données, la confidentialité des données, la disponibilité des données. Et c'est tout ça, évidemment, qu'on va chercher à anticiper parce que, encore une fois, il y a un niveau d'incertitude et de non-contrôle dans l'usage de l'IA sur lequel on doit quand même essayer d'amener un certain cadre. Merci beaucoup, Chloé. Donc, alors, il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue, donc c'est Tiffany. Tiffany, j'ai une petite question, effectivement. Donc, comment l'IA renforce la posture de sécurité et accélère le business chez Aero et vos clients? C'est gentil de me poser la question. Donc, après tout ce qu'on vient d'évoquer, je vais parler de quelque chose, on va dire, de concret dans notre quotidien chez Aero. Pour le rappeler, nous, notre objectif, c'est d'accompagner tous nos partenaires et de leur mettre à disposition les moyens de relever un peu tous les défis de l'informatique et donc là, de l'intelligence artificielle. Donc, comme je crois que c'est toi qui l'as dit, Chloé, l'a évoqué, l'IA va se définir un peu comme un outil
qu'on va venir exploiter pour booster une compétence qu'on a déjà ou répondre à un enjeu du quotidien. Nous, aujourd'hui, il y a 2 enjeux auxquels on va répondre concrètement grâce à l'intelligence artificielle. Ça va être l'enjeu de cybersécurité. Comment est-ce qu'on va permettre à nos partenaires de répondre efficacement à ces enjeux? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer les postures de sécurité, prioriser les risques pour pouvoir protéger correctement leurs clients? L'autre enjeu, c'est un enjeu business qui nous occupe beaucoup chez Arrow. Comment est-ce qu'on va permettre à nos partenaires d'accélérer ce business? Comment on va leur permettre d'identifier les tendances d'usage, d'analyser les consommations cloud? Donc la réponse aujourd'hui, c'est d'utiliser l'IA, l'automatisation des tâches, en leur mettant à disposition un outil. Donc chez nous, on a un outil qu'on met à disposition depuis très longtemps chez Arrow, qui s'appelle ArrowSphere. C'est une plateforme qui permet de gérer de la commande jusqu'à la facturation, jusqu'à la compréhension des solutions hardware et software. Et aujourd'hui, cet outil, il a été boosté à l'intelligence artificielle pour pouvoir permettre, encore une fois, d'aller piloter et de comprendre rapidement les enjeux de cybersécurité, donc visuellement, et de mettre à disposition des moyens business pour identifier ces usages plus rapidement et proposer des solutions toujours plus pertinentes avec des ROI bien plus sympathiques. Voilà, comment lire. Merci Tiffany. Donc, une deuxième question, effectivement. Donc, comment les acteurs SMB peuvent trouver des solutions pour se protéger? Alors là, effectivement, c'est une question qui est un peu plus large, mais auquel, effectivement, on essaye, nous, de répondre, encore une fois, pour nos partenaires. Et on est effectivement là, dans ce cas-là, focalisé sur le SMB. Donc, comme on l'a tous évoqué, aujourd'hui, la surface d'exposition, elle est assez importante. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le SMB n'a pas forcément les mêmes moyens, que ce soit humains ou financiers, pour se protéger que les plus grandes entreprises. Donc c'est ça, c'est l'enjeu auquel on va essayer de répondre. La question, c'est pas, il est évidemment impératif de se protéger et, comme tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, de protéger son business. Donc, comme c'est toi, Carole, qui l'a dit également, le SMB peut être souvent un prestataire ou un client de plus grandes entreprises. Donc voilà, l'enjeu de se protéger est vraiment primordial. Donc, ah oui, SMB, je parle comme ça, c'est les acteurs PME, en fait, de l'écosystème. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est donc aux PME de venir s'appuyer sur des partenaires qui vont faire pour ou avec eux les basiques de la cybersécurité, à savoir, un peu basique, mais le backup de la donnée et des identités, la sécurisation et le monitoring des endpoints et des points d'accès, le pilotage de la donnée et des accès, la remédiation, de pouvoir aussi s'appuyer sur des équipes en cas de nécessité de remédiation. Et en ayant couvert, je dirais, ces 4 piliers, les PME pourront bénéficier d'une protection et d'une limitation à l'exposition des risques. Ce qui fait que le jour où potentiellement un pépin arrive, ils seront d'autant plus efficaces et protégés puisqu'ils s'appuieront sur des humains, des outils et des outils boostés potentiellement à l'intelligence artificielle. Donc évidemment, comme vous l'aurez compris, chez nous, c'est des solutions qu'on développe et si jamais vous avez besoin d'en parler, on est présent sur le salon. Merci Tiffany. Je vais me tourner justement vers Charles. Charles. 1, 2, 1, 2, ça marche. Charles. Une question, justement, si on met de côté le discours compliance, comment tu expliques à un dirigeant de PME que le vrai ROI de la cybersécurité, c'est la continuité d'activité, et quel indicateur simple tu recommandes à suivre? Effectivement, merci pour la question, Olivier. Je dirais, la première chose, c'est en tant que RSSI, souvent, ce qu'on va... on a l'impression, effectivement, ce qu'on va demander à un RSSI, c'est de pouvoir suivre l'avancée de la conformité ISO 27 ou alors de NIS 2. Or, en réalité, ce qu'on va demander à un RSSI avant tout, c'est de pouvoir permettre aux équipes, à l'opérationnel, de livrer lundi matin.
Donc si je puis dire, c'est avant tout la continuité, effectivement, comme tu dis. Donc au travers donc il faut bien voir évidemment que le risque cyber, c'est un risque qui va mettre à mal la capacité de livrer, la capacité de produire, la capacité pour les salariés de pouvoir accéder à leurs outils de travail, et donc d'arrêter l'activité d'entreprise. C'est véritablement ça, il faut bien le rappeler, c'est les fondamentaux avant tout de l'entreprise. Le cyber est au service de la production. Maintenant, effectivement, différentes métriques vont pouvoir être mises en place, qui sont des métriques assez usuelles, mais qu'il est bon de pouvoir mesurer. D'une part, des métriques relativement techniques, comme on l'évoquait à l'instant, finalement, le taux de disponibilité, ou en tout cas le taux de disponibilité des services, autrement dit, combien de temps il faudrait pour pouvoir rétablir un service en cas d'attaque. On parlait tout à l'heure aujourd'hui d'une réduction de ce temps, mais ça passe effectivement par des travaux qui vont être menés à la fois côté IT et côté RSSI sur la logique de backup, de quand datent mes derniers backups en termes de données, combien de comptes fantômes je vais avoir dans mes accès. Aujourd'hui, évidemment, il faut bien comprendre que historiquement, on a toujours eu des difficultés d'un point de vue process à contrôler l'ensemble des accès. L'IA générative fait que renforcer ce process. Donc, dans un premier temps, pouvoir contrôler effectivement combien de salariés partis ont encore un accès dans mes services. Et quand je dis dans les services, c'est pas forcément uniquement dans les outils internes, mais dans les multiples SaaS qui vont aujourd'hui graviter dans l'activité de la PME. Et on le sait, les PME sont plus consommatrices d'outils SaaS que les grandes entreprises. Et donc, c'est autant de portes d'entrée dans le système d'information. Mais je dirais également, l'IA générative fait qu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, avec cette autonomie qu'ont les agents, il va y avoir un enjeu et une métrique qu'on peut mettre derrière sur la capacité de pouvoir identifier, de pouvoir cartographier, voire de pouvoir auditer en temps réel les agents qui ont accès et à quoi ils ont accès dans mon système d'information. Il faut bien comprendre qu'au 19e siècle, au 20e siècle, au 19 et au 20e siècle, on a beaucoup managé le capital humain. Donc on a théorisé pour tirer un maximum parti du capital humain. Au 21e siècle, on va devoir tirer parti des agents, tirer parti des robots, manager les IA. Et ce management d'IA passe également par la partie cybersécurité, être capable de cartographier à chaque instant qui a accès à mon système d'information, et je parle bien d'agents, parce que finalement, laisser ne pas contrôler, ne pas cartographier, c'est comme si finalement que vous laissez ouverts les portiques de votre bâtiment aux 4 vents. Donc c'est véritablement être capable de savoir combien j'ai d'agents qui tournent constamment dans mes systèmes d'information, ceux que je contrôle et ceux aussi qui sont finalement autorisés au travers des SaaS auxquels je n'ai pas forcément accès. Voilà quelques métriques simples qui évidemment font que souligner l'importance qui a été évoquée effectivement d'une IA gouvernée. Puisqu'une IA gouvernée, c'est un avantage, c'est un catalyseur de croissance. À l'inverse, une IA qui n'est pas gouvernée, c'est un risque de survie pour l'entreprise. Merci. Alors Olivier, en tant que client, justement, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place chez les clients en termes d'IA pour justement générer une IA de confiance quelque part? Oui. Alors déjà, c'est une bonne question, effectivement, où en sommes-nous? Je rejoins un peu. En fait, déjà, il faut mettre en place une gouvernance, et je rejoins ce que disait Chloé donc, au départ. Et c'est un point important, en fait, c'est l'IA Act. En fait, je pense qu'il faut mettre un cadre. Et déjà, chez des clients, et même chez mon dernier client, donc, j'ai mis en place donc, une charte d'usage de l'IA. Donc ça, c'est un point important, de sensibiliser donc, à la fois l'ensemble des collaborateurs, mais aussi cette charte, bien sûr, est portée donc, par le dirigeant d'entreprise. Ça, c'est un point essentiel. Et je peux aborder effectivement, justement chez ce client, donc une petite expérience donc, que j'ai menée, donc, puisque la CEO justement m'a demandé donc, de pouvoir en fait contribuer donc, à mettre en place donc, une solution donc, en interne d'IA. Alors pourquoi? Parce que justement cette entreprise donc, utilisait donc, différentes plateformes donc, de création donc, vidéo 3D, donc via des plateformes Midjourney ou Magnifique, IA peut-être que vous connaissez. Et la peur justement de la CEO, c'était de la non-maîtrise de l'usage justement donc, des prompts à travers ces plateformes-là.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'internaliser une solution, donc IA, donc une solution open source. Et donc, depuis quelques mois, hein, donc on a pu la mettre en production. Et ça répond largement donc, maintenant aux besoins, donc, aux besoins justement donc, des équipes internes. Et concrètement, en fait, les projets clients donc, sont générés à partir de cette IA-là. Mais en termes de maturité, voilà, il y a un besoin d'accompagnement aujourd'hui, donc en tout cas pour des entreprises de PME, sur l'IA, l'usage de l'IA. Et ça, justement, cet accompagnement, c'est soit donc, porté directement par la DSI, mais pas que, par des experts, justement, et se faire accompagner par des experts. Merci, Carole. Du coup, je reprends ma casquette de modérateur et j'ai une question, justement, pour Carole. Donc, un petit moment, donc je reprends justement Carole. Donc le coût d'entrée, donc pour sécuriser donc son entreprise est souvent un élément bloquant justement pour les PME. Et pourrais-tu nous donner justement des conseils pour nos clients donc aujourd'hui qui sont peut-être dans cette salle? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point qu'a évoqué Chloé tout à l'heure. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'IA de confiance et l'IA fantôme notamment, parce que c'est un terme un peu particulier. J'ai des données là-dessus, en fait. L'IA de fantôme, c'est une IA qui n'est pas autorisée par l'entreprise. Donc, vous avez plein de salariés qui vont utiliser des IA parce qu'ils ont entendu parler d'une super agent ou d'un super copain qui utilise une outil IA et puis qui vont l'utiliser de manière professionnelle aussi pour des fins professionnelles au sein de l'entreprise. Mais ils n'ont pas le droit, en fait. Donc, ce n'est pas une IA qui est validée par votre entreprise. C'est ce qu'on appelle une IA fantôme. Sachez que le coût au niveau mondial de l'utilisation des IA fantômes représente en moyenne un coût supérieur de 670 000 €. Et en fait, c'est 16 fois plus de coûts qu'une IA qui a été validée. Donc c'est important, on parlait de charte tout à l'heure de bonne conduite, de vous assurer que voilà, vos salariés utilisent bien les outils, uniquement ceux qui sont autorisés par l'entreprise. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait cet aparté, oui, effectivement, souvent j'entends quand je discute avec des clients ou des partenaires que « Ah oui, mais la cybersécurité, c'est cher, nous, on ne peut pas, on est une PME, on ne peut pas investir en cybersécurité. » Alors, j'ai quelques éléments de réponse là-dessus. Déjà, sachez que dans une entreprise, en moyenne, dans les PME, il y a 50 à 80 outils de cybersécurité qui cohabitent entre eux. Donc ça, c'est très coûteux. C'est très coûteux parce qu'il faut faire parler les outils entre eux. Et il y a un coût de gestion qui est juste très très cher pour une PME. Donc, premier conseil pour les patrons d'entreprise, déjà, comprendre là où vous en êtes en termes de cybersécurité. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont les risques que votre entreprise encourt au jour d'aujourd'hui. Donc, faites un assessment et essayez de comprendre là où vous en êtes. Ça tombe bien, aujourd'hui sur le salon, vous avez Microsoft offre à toutes les PME un solution assessment gratuit. Donc vous avez des QR codes un peu partout sur des kakimonos et des flyers qui circulent. Ça vous engage à rien, mais au moins vous aurez une étude complète, détaillée par des professionnels pour comprendre là où vous en êtes pour votre entreprise en termes de cybersécurité. Il n'y a pas de condition de taille, il n'y a pas de condition de nombre de salariés. Ça peut même être un auto-entrepreneur qui a 0 salarié. Vous pouvez voilà, faire cet assessment et comprendre pas à pas là où vous en êtes. Donc, premièrement, comprendre là où vous en êtes. Deuxièmement, je vous encourage à passer sur des solutions qui soient faciles à acheter, faciles à déployer, faciles à manager, puisque les PME recherchent la simplicité, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qui soit voilà, facile à comprendre et à déployer et à manager. Et pour ça, il y a des solutions packagées, ce qu'on appelle packagé, c'est-à-dire qu'inclut les licences, les services managés et qui sont ce qu'on appelle des offres all-inclusive, où vous allez avoir aussi bien la licence, mais également tout le service clé en main par des prestataires qui vont prendre en charge votre cybersécurité pour vous et qui vont être à des coûts, mais vraiment très, très, très compétitifs, puisqu'ils vont occasionner aucun coût upfront, aucun investissement de votre part. Souvent, ces offres sont chiffrées par utilisateur et par mois, donc très bien dimensionnées pour des PME. Et les études montrent, McKinsey a fait une étude là-dessus, que utiliser des solutions packagées et sur des plateformes intégrées, finalement, permet d'économiser 60% de coûts
pour mettre en place un projet de cybersécurité. Donc il y a plein de partenaires sur le salon qui proposent ce genre de solutions packagées qui vont permettre d'avoir un vrai ROI et de procéder à ce qu'on appelle à une stratégie de consolidation, n'est-ce pas? Et de ne pas avoir des outils de tous les prestataires et fournisseurs. Donc n'hésitez pas à aller voir les partenaires si vous voulez en savoir plus et comprendre un peu plus ce qu'ils proposent. Là, on a vu Arosphère avec Tiffany, mais il y a aussi Alzo qui a un beau camion sur le salon. Donc n'hésitez pas à aller voir Alzo. Il y a TD Synex qui est là aussi, qui propose aussi des offres voilà, comme ça. Et plein d'autres partenaires qui sont sur le salon qui proposent des offres qui sont complètement intégrées. Alors, c'est très important aussi de comprendre que finalement, on regarde le coût de la cybersécurité dans ce type d'offre, ça représente moins d'1% du coût d'un salarié. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en lumière auprès de vos comités de direction. On dit c'est cher, mais quel patron aujourd'hui d'entreprise n'est pas prêt à mettre moins de 1% du coût d'un salarié dans sa cybersécurité? Sachant que le coût moyen d'une cyberattaque pour une PME en Europe, c'est 80 000 €. Et que les dernières statistiques montrent que 60% des entreprises, des PME qui ont été cyberattaquées, ont mis la clé sous la porte parce que ne pouvaient pas faire face à ce coût. Donc moins de 1% du coût d'un salarié, ça permet de remettre les choses en perspective, ça permet de pouvoir illustrer auprès d'un comité de direction pourquoi c'est important d'investir en cyber. Parce qu'on parlait d'IA tout à l'heure, et en fait, il ne faut pas choisir entre innover ou sécuriser son entreprise. Il faut d'abord sécuriser son entreprise pour mieux innover demain. Et votre ROI, il sera plus important et il vous permettra d'être plus aligné avec vos objectifs business. Merci Carole. Donc, je vais me tourner justement vers Virginie. Charles et Tiffany, vous allez répondre justement. Question, voilà, tu es dirigeant de PME, que fais-tu? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Et on en avait discuté lorsqu'on a préparé cette session. Et la question qui m'est venue, c'est effectivement celle-là, c'est je suis dirigeante de PME, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que quand on voit la complexité de l'environnement, les attaques, l'évolution des solutions, waouh, c'est un sacré challenge. Et donc je me disais, bon, alors je fais quoi? Donc je me disais un petit plan en 4 étapes. Donc premièrement, je fais l'analyse de risque, tu l'as mentionné. Je pense que l'analyse de risque, c'est vraiment fondamental. Et ça dépend de votre business. Si vous vendez des petits pois, ce n'est pas la même chose que si vous êtes sur le secteur de la défense. Donc là, il faut effectivement regarder les différentes dimensions. On parle souvent de souveraineté numérique. Oui, vous êtes sur le secteur de la défense, c'est important. On parle de conformité réglementaire, c'est effectivement aussi important. On parle de risque cyber, donc vous devez prendre en compte les différentes dimensions pour faire votre analyse de risque. Une fois que vous avez fait votre analyse de risque, il faut comprendre là où ça fait mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que l'attaque, suite à une attaque, vous allez mettre la clé sous la porte? Est-ce que c'est la continuité de service? Est-ce que c'est la protection de vos datas? Donc c'est fondamental. Et ton offre, Carole, elle est effectivement fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'analyse de risque. Deuxième point, on a parlé les fondamentaux. Il faut investir sur les fondamentaux. Donc on a parlé les identités. Si vous êtes sur le cloud, sécuriser vos workloads, faire des sauvegardes en cas de ransomware. Donc en fonction de vos risques, définir votre stratégie, identifier les fondamentaux et exécuter. Sur l'exécution, moi j'ai adoré l'accompagnement. On ne peut pas tout faire tout seul. Là-dessus, il faut se faire accompagner. Il faut utiliser des services managés. Il faut utiliser des consultants. Vous n'êtes pas tout seul. Tu l'as mentionné. Donc là-dessus, vous exécutez et vous exécutez avec des partenaires de confiance. Et le dernier point, qui est pour moi extrêmement important, c'est la gestion de crise. Il y a eu une session hier, on l'a mentionné. Je pense que c'est super important que vous soyez prêts et que vous sachiez que faire en cas de crise. Donc voilà mes 4 étapes. Analyse de risque, investissez sur les fondamentaux, vous faire accompagner et tester votre résilience avec les gestions de crise. Voilà ce que je ferai. Merci. Donc, je me tourne Tiffany, justement, la même question. Donc, Ça va être compliqué de répondre après une réponse aussi complète. Donc moi, de mon point de vue, effectivement, c'était ce que j'avais noté pour le mot de la fin, entre guillemets, et l'accompagnement.
c'est effectivement pour les PME de rester focus sur leur business et de trouver effectivement les bons alliés, que ce soit des bons alliés en tant que partenaire, en tant qu'outil, donc à qui on peut faire confiance et à des tarifs qui correspondent aussi à son secteur d'activité. Et de se poser aussi une question, de savoir quel est notre appétit au risque et jusqu'où on est prêt à investir. Et du coup, ouais, voilà, de savoir combien on va investir par rapport à notre appétence au risque. Merci. Donc, Charles, justement, donc, tu fais partie de ce trio, justement, par rapport à cette question. Donc, est-ce que tu peux apporter une réponse? Absolument. Très bien, effectivement. Moi, je dirais 3 termes. Je pense, effectivement, ça a été dit, donc je vais répéter une partie. La formation, effectivement, former... on a tendance effectivement à penser qu'il faut former. Alors, il faut former effectivement les salariés. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que personne n'est formé à l'IA générative. Et être formé à l'IA générative, ça ne veut pas dire être formé à rédiger un prompt. C'est être capable de contrôler et de gouverner ce qu'on produit en tant que salarié, mais aussi en tant que DSI. Donc, en tant que salarié, effectivement, c'est être sensibilisé à l'usage des différentes solutions offertes par l'entreprise, être capable de distinguer, ce qui n'est pas forcément le cas, une solution qui est conforme et qui est gouvernée par l'entreprise d'une solution qui est shadow et qui est du coup radicalement différente d'un point de vue sécurité. Et ça, effectivement, par expérience, le salarié, on va dire lambda, qui veut lui simplement augmenter sa productivité, n'a pas forcément ces éléments à l'esprit. Donc avant tout, voilà, former effectivement sur l'usage d'outils, et c'est aussi une responsabilité que d'amener une lisibilité sur les outils qui sont autorisés dans l'entreprise et de ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, en 2026, et on est encore trop souvent dans une zone grise, notamment en PME et en ETI, parce qu'il y a une logique de vitesse, où on est encore dans une logique de rattrapage du marché et où on n'apporte pas cette lisibilité aux salariés. Donc finalement, on ne peut pas reprocher aux salariés d'utiliser des outils si finalement, ce n'est pas encore clair ceux qui sont autorisés, ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, ça a été dit également, je m'arrête sur la formation, également côté RSSI, qui ont parfois eu avant tout une casquette de DSI et en part-time d'être RSSI. Là, effectivement, la grande différence qu'on peut voir avec des grandes entreprises, c'est parfois une certaine réticence à se faire accompagner par des experts, par de l'accompagnement externe, qui va amener finalement de la connaissance par, on va dire, par effet de capillarité dans l'entreprise, et qui, aujourd'hui, effectivement, est un impératif pour être capable de pallier à cette difficulté de vitesse, être capable de pouvoir s'adapter à la fois à ces nouveaux outils et ces nouvelles menaces. Et effectivement, ce que j'observe, c'est qu'on a souvent des DSI dans des PME qui ont une certaine difficulté à ouvrir leurs portes, à aussi accepter leurs faiblesses ou leur manque de temps ou leur manque de main-d'œuvre sur ces sujets. Donc accepter d'être accompagné comme le font les grandes entreprises. Et c'est que en s'ouvrant à un écosystème de partenaires ou de solutions horizontales qu'on va pouvoir finalement rattraper ou en tout cas pallier à ce problème de ressources. Merci. Je pense que Chloé, j'ai un petit sujet pour toi, effectivement, et là on arrive à la fin. Donc, Chloé, quelles sont les actions concrètes à mettre en place en faveur d'une IA de confiance pour sécuriser et maîtriser donc, les usages de l'IA en interne ? Oui, donc je ne sais pas si c'est à moi que revient vraiment le mot de la fin, mais en tout cas, le message que je voulais vous passer et le message que je voudrais que vous puissiez retenir de mon propos aujourd'hui, c'est que l'IA de confiance, c'est pas qu'une question de maturité technologique, c'est pas qu'une question de moyens, de ressources et d'outils. C'est pour moi, selon moi, avant tout une question de discipline. J'ai l'air un peu sévère quand je vous dis ça peut-être, mais c'est avant tout une question de discipline, de cadre et de règles et de gouvernance à mettre en place au sein des organisations. Et je peux vous donner quelques recommandations très très pratico-pratiques à actionner dès demain quand vous allez retourner dans vos organisations sur les 4 fameux piliers que j'évoquais tout à l'heure. La sécurité, la gouvernance, la conformité et la résilience. Donc en matière de sécurité, ce que je vous invite à faire, c'est dès demain, essayer de cartographier quels sont aujourd'hui les outils qui sont utilisés dans vos organisations, quels sont les usages, qui utilise ces outils-là pour avoir déjà d'être clairvoyant sur ce qui se passe aujourd'hui en matière d'IA dans votre organisation. Évidemment, amener un certain nombre de sécurités. Il y a des outils qui existent, mais c'est avant tout aussi déterminer ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Ma recommandation, interdire l'usage d'IA grand public au faveur d'IA dédiés à des usages
dans le cadre de l'entreprise. On peut l'interdire, on peut aussi techniquement le bloquer. Sur la dimension de gouvernance, identifier les cas d'usage qui ne sont pas souhaités, qui ne sont pas souhaitables. Peut-être l'évaluation de vos collaborateurs par l'intermédiaire d'une IA. L'IA Act, je faisais référence tout à l'heure, peut vous donner aussi un certain nombre de référentiels sur cette dimension-là. Nommer en interne une personne qui soit responsable du sujet IA de façon transverse, technique, mais aussi côté métier, parce que c'est infiniment un sujet business, ce sujet d'usage de l'IA. Et mettez en place une gouvernance, une comitologie qui va vous permettre de faire le point sur l'avancée des usages de l'IA dans votre organisation. Troisième sujet, la conformité. Assurez-vous effectivement que les usages de l'IA soient faits en conformité avec la loi, avec le RGPD, l'IA Act, et en conformité avec l'éthique, avec vos valeurs, avec la façon dont vous souhaitez que votre organisation elle fonctionne. Et dernier point, la résilience, c'est effectivement de déterminer un plan B. C'est une bonne IA, c'est une IA dont on peut se passer. S'il y a une problématique X ou Y, que votre activité ne tombe pas parce que l'IA ne peut plus être une IA de confiance. Et donc ça, c'est vraiment les dernières clés importantes que je voulais vous partager. Et pour conclure, mais encore une fois, mes collègues l'ont dit, l'important, c'est de garder l'humain dans la boucle. C'est évidemment qu'il y ait toujours une supervision humaine sur des idées, des actions qui peuvent être réalisées au profit de l'IA, qui n'est rien de plus qu'un outil. Merci. Carole ? Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. Merci beaucoup pour votre attention. On va ouvrir à quelques questions si on a encore quelques petites minutes. Je voulais juste conclure sur ces mots. Comme on l'a dit, le risque cyber n'a jamais été aussi important. On est en pleine transformation et en pleine révolution. Mais pour une fois, on a un avantage compétitif, c'est l'IA. Donc l'IA va créer des vulnérabilités, on en a parlé pendant cette conférence, mais elle va surtout aussi beaucoup vous aider en termes de performance et en termes d'efficacité pour justement pallier aux cyberattaques, pour être plus efficace et pour pour être beaucoup plus résilient. Donc, tournez-vous sur l'assessment. Où j'en suis, quels sont mes plus, quelles sont mes faiblesses et quels risques j'encours. Bien comprendre votre situation au niveau de l'entreprise au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, il y a le Solution Assessment qui vous est proposé gratuitement sur le salon. N'hésitez pas à scanner le QR code. 2, allez vers des solutions clés en main. Allez voir les partenaires, faites-vous aider, prenez des solutions packagées qui sont peu coûteuses et que vous pouvez justifier d'un point de vue ROI auprès de vos organisations avec des prix qui incluent les services managés par utilisateur et par mois. 3, faites des économies. Faites vraiment l'inventaire de ce que vous avez besoin, pas besoin, et consolidez, allez sur des plateformes unifiées et dégagez un vrai ROI pour pouvoir investir plutôt cet argent pour faire croître votre business. Donc on ouvre aux questions maintenant, si vous avez des questions éventuellement. Si vous avez des questions, justement, donc normalement... Ah, monsieur, donc là, si vous pouvez... Attendez, ne bougez pas. C'est le direct. Bonjour, monsieur. Merci pour ces interventions. En fait, c'était une question pour vous, principalement. Je m'appelle Christophe Picou, donc j'accompagne les entreprises dans l'intelligence artificielle en France et en Suisse, beaucoup d'acculturation actuellement. Et je remarque que j'arrive à parler aussi de cyber aujourd'hui parce que c'est totalement lié à l'IA. Mais je me rends compte que la partie cyber, c'est encore un pan qui manque beaucoup, énormément d'acculturation. On a beaucoup de technologies aujourd'hui, on le voit au salon. Il y a plein de sujets intéressants. Mais derrière, une question pour vous, comment vous faites pour parler simplement de cybersécurité au niveau board, au niveau entreprise derrière? Parce que moi, l'IA, j'arrive à en parler simplement. J'ai 20 ans d'informatique derrière moi, c'est quelque chose de naturel, l'IA. Mais la partie cyber, c'est assez complexe encore aujourd'hui, je trouve, de l'intégrer. Alors, merci pour cette question. Effectivement, alors, la partie cyber, alors moi, je parle aussi avec mon retour d'expérience. Hein, donc, c'est un point important sur les entreprises parce qu'on parlait de cyber et cyberattaques.
Et les aspects même, moi, une cyberattaque, j'en ai déjà connu, donc j'ai déjà eu l'occasion, j'imagine que certains sont dans cette salle aussi, donc d'avoir eu un ransomware il y a plusieurs années. Et on parlait donc un peu d'analyse de risque. On revient justement sur les aspects d'analyse de risque, et c'est des sujets justement que je vais aborder donc dès le départ donc de ma prise de fonction donc dans une entreprise. L'analyse de risque. Donc et l'analyse de risque, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Donc et derrière, effectivement, je vais porter une analyse de risque, et je vais au niveau du CODIR justement leur proposer, leur dire qu'est-ce qu'on fait demain si l'entreprise, justement, donc il y a une cyberattaque, mais aussi, c'est surtout aujourd'hui où nous en sommes, avec les outils, toute la partie gouvernance qui a été mise en place, on est au niveau cyber. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Okay. Je rajouterai juste un point. Je pense que peut-être tu peux t'appuyer sur les conformités réglementaires qui impliquent les dirigeants des entreprises, qui impliquent la responsabilité des dirigeants des entreprises. Donc, par les risques et aussi s'appuyer sur ces réglementations. Oui, tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Profitez-en, je suis directement avec vous. Bonjour madame. Merci. Oui, on m'entend? Oui. Justement, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Virginie en termes de la responsabilité des dirigeants et de la conformité. Lors d'une formation récente, j'ai entendu dire qu'en France, on n'avait que 1000 entreprises qui étaient certifiées 27001. Alors, en dehors du fait de savoir si le chiffre est vraiment un vrai ordre de grandeur ou pas, qu'est-ce que ça veut dire sur le niveau de conformité des entreprises? Et à défaut de 27001, qui est peut-être un peu trop exhaustif pour beaucoup de sociétés, qu'est-ce qu'on recommanderait comme niveau de conformité idéal à atteindre pour une ETI, par exemple, pour que à la fois ça soit efficace en termes de protection et pour l'entreprise, et que le board aussi puisse avoir, puisse justifier de sa due diligence de ce point de vue-là? Alors avant tout, la conformité, effectivement, on en parle. Et ça permet d'impliquer les dirigeants, c'est ce que j'ai mentionné il y a 5 minutes. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que la conformité, ce n'est pas des checkbox. Donc quelque part, on en revient toujours, pour moi, à l'analyse de risque. Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas mettre la clé sur la porte? Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Et donc il faut faire comprendre aux dirigeants qu'effectivement, il y a une analyse de risque, il y a une stratégie cyber à mettre en place, et il faut pouvoir s'aligner ensemble. La réglementation, pour moi, effectivement, ça permet de justifier du business, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, ça ne reste pas une fin en soi. Ce qui reste une fin en soi, c'est l'analyse de risque et savoir votre stratégie cyber, comment l'aligner avec vos risques. C'est ce qui est fondamental. Je profite justement sur la partie ISO 27001, effectivement. Donc, on a des entreprises où c'est les clients qui demandent effectivement que l'entreprise soit certifiée, donc ISO 27001. On pourra échanger parce que justement, j'accompagne une entreprise justement sur cette certification, une PME, donc une petite PME de 50 personnes, donc qui doit être certifiée ISO 27001. Ça va être aussi beaucoup amplifié avec ce que je disais tout à l'heure sur les chaînes de valeur. Hein. Les PME qui sont donc clients de grands groupes ou fournisseurs de grands groupes, on va leur imposer aussi de pouvoir être certifiés parce que les grands groupes savent qu'ils peuvent être cyberattaqués par leurs fournisseurs ou leurs clients. Hein. Donc voilà, on revient sur le sujet chaîne de valeur. Alors oui, effectivement, Carole. Alors j'en profite là parce que justement, moi, en tant que DSI, justement, c'est un point important. Donc justement, donc lorsque même si je mets, des données clients, donc vers l'extérieur, on parlait de, justement, c'est un sujet, concrètement, voilà, la certification ISO 27001 est un point important pour moi, justement pour pouvoir aborder ces sujets-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions justement dans la salle? Profitez-en, je suis devant vous. Ne soyez pas timide. J'imagine que vous avez... Ah, monsieur. Bonjour. Dernière question, parce qu'il faut qu'on libère la salle après. Hein. Oui, allô. Excusez-moi, j'ai la voix cassée.
En fait, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, un DSI a la possibilité de savoir si un salarié a utilisé une IA et de savoir exactement ce qu'il a mis dans l'IA? Excusez-moi, est-ce qu'il existe des outils qui permettent de faire cela? Sur l'identification des IA fantômes, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça la question? Par exemple, en fait, j'ai eu un cas avec une personne qui disait qu'il a vu telle personne mettre telle donnée dans ChatGPT. Et nous, ça nous a surpris. Et apparemment, il a un logiciel qui permet de faire ça. Et je voulais savoir si vous étiez au courant qu'il existe des logiciels qui permettent de savoir que des données de l'entreprise ont été mises dans une IA. Alors oui, côté Microsoft, effectivement, on va avoir des solutions. Après, côté autres éditeurs, je pense que chacun amène ses solutions. Nous, dans l'offre Purview, vous avez effectivement ces possibilités-là. Mais bon, je ne veux pas parler que de Microsoft, donc je pense que si vous regardez, vous faites des recherches sur l'ensemble des éditeurs, vous allez trouver ce type de solution, qui est quand même un fondement sur la partie IA, sur tout ce qui est Shadow IT. Et là, ça va se trouver, oui. Merci. Alors, je réponds peut-être pas spécifiquement des noms d'outils, mais bon, étant de Microsoft, enfin voilà. Donc, nous, chez Microsoft, oui, on a ce type de solution. C'est possible. Oui, c'est possible. On peut en discuter si tu veux. Je peux te mettre les pointeurs dessus. Alors, on va devoir libérer la salle. On a dépassé l'horaire. Merci beaucoup à tous de votre attention. Et si vous voulez échanger avec nous, évidemment, on est à votre disposition.